Bonjour et bienvenue à cette série de capsules sur les troubles psychotiques. Cette première capsule va parler des concepts clés des troubles psychotiques. La seconde va parler des troubles psychotiques selon le DSM-5 et la troisième capsule sera dédiée entièrement à la schizophrénie. J'aimerais prendre quelques instants pour briser un mythe. Dans le cinéma, un des troubles mentaux le plus couramment représenté, par exemple dans le film Fight Club et plus récemment le film Glass, est le trouble dissociatif de l'identité, anciennement appelé trouble de personnalité multiple. D'ailleurs, ce terme a été changé puisqu'il induisait en erreur et laissait sous-entendre qu'on voyait nécessairement plusieurs personnalités indépendantes les unes des autres. Ainsi, comme ce trouble est montré à l'écran de façon spectaculaire, dans l'imaginaire commun, il est considéré par plusieurs comme un exemple typique de trouble mental. Dans les faits, ce trouble se manifeste davantage comme une altération du sens du soi, par exemple avoir l'impression d'être un témoin de ses propres actions. Dans certains cas, on peut observer plusieurs facettes ou états de personnalité parfois opposés et le changement d'un état à l'autre peut être brutal. La personne peut faire des choses et ne pas s'en souvenir. Par exemple, se retrouver à l'épicerie et ne pas se rappeler du chemin parcouru pour y aller. Sa grande présence au cinéma laisse croire qu'il est fréquent. En fait, on ignore la prévalence exacte de ce trouble. Si j'en parle ici, c'est surtout parce que certains confondent le trouble dissociatif de l'identité avec la schizophrénie. Même si les deux troubles peuvent avoir certains symptômes communs, par exemple entendre des voix, ils sont deux troubles bien distincts dans le DSM-5. Dans le trouble psychotique, on ne voit pas cette dissociation dans la personnalité. Celle-ci est habituellement stable, même si parfois on peut voir des modifications marquées des comportements liés aux hallucinations et aux idées délirantes. Donc, je vais vous parler dans cette capsule des concepts clés qui sont réellement associés aux troubles psychotiques, qui sont les suivants: les idées délirantes, les hallucinations, la pensée désorganisée, le comportement moteur anormal ainsi que les symptômes négatifs. Pour commencer, les idées délirantes. Ce sont des croyances inexactes qui ne changent pas même lorsque les croyances sont confrontées à des éléments qui les contredisent. Autrement dit, la personne a une perception d'un élément de la réalité qui est en dehors de ce qui est perçu par le reste de la population. Les idées délirantes peuvent porter sur plusieurs thèmes qu'on va voir à l'instant. En pratique, un des thèmes les plus fréquemment rencontrés est dans la catégorie des idées délirantes de persécution, qui sont communément appelées paranoïa. La personne pense alors qu'elle est poursuivie par un groupe ou harcelée par un individu. Elle peut penser qu'elle est suivie, que des gens se moquent d'elle ou qu'ils lui veulent du mal. La CIA et le FBI font partie du délire de plusieurs personnes qui sont traitées pour des troubles psychotiques. L'impression d'avoir été empoisonné est aussi un thème qui entre dans la même catégorie. Les idées délirantes à caractère mystique ou religieuse sont aussi souvent rencontrées. Les personnes pensent avoir une relation spéciale avec Dieu ou interprètent les phénomènes de leur environnement à tort comme étant des résultats d'interventions célestes. Les idées délirantes de référence sont également communes. La personne a alors l'impression que des gestes, commentaires ou phénomènes de l'environnement sont destinés spécialement à eux. Par exemple, ici on a quelqu'un qui décode dans un bulletin de nouvelles qu'une mission lui est spécialement destinée. Les idées délirantes mégalomaniaques ou de grandeur correspondent aux pensées d'une personne qui croit à tort qu'elle a des pouvoirs particuliers ou une richesse spéciale. Par exemple, un individu peut penser qu'à l'aide d'une manette, il contrôle le comportement des gens. Les idées délirantes érotomaniaques représentent des idées dans lesquelles une personne croit à tort qu'une autre personne, souvent quelqu'un de connu, est en amour avec elle. Finalement, les idées délirantes à thème somatique concernent des préoccupations excessives et non fondées sur la santé ou le fonctionnement des organes. Par exemple, un patient qui dit que son cœur contient des pièces de métal et qu'il a besoin d'une chirurgie de fine pointe pour les extraire. Souvent, les thèmes de la psychose ne sont pas exclusifs. Plusieurs thèmes peuvent être compris dans un même délire. Ici, on a quelqu'un qui décode dans la TV, qui a des super pouvoirs et une relation spéciale avec Dieu. On a donc un délire de référence mégalomaniaque à thème mystique, si on peut s'exprimer ici. Il y a d'autres thèmes de délire qui concernent la pensée. Donc, ça peut être l'impression de se faire voler ses pensées, de faire contrôler ses pensées par quelqu'un d'autre.
Et finalement, quelque chose qu'on peut dire pour conclure, c'est que les idées délirantes peuvent parfois apparaître plausibles, comme l'impression d'être poursuivi par la police ou être convaincu de s'être fait tromper, mais dans d'autres cas, elles sont tellement bizarres et carrément improbables qu'elles sont plus faciles à repérer, comme par exemple quelqu'un qui prétend qu'un de ses bras est contrôlé par le diable. Les hallucinations sont des expériences qui touchent les sens. La personne aura certaines expériences sensorielles, même en l'absence de stimulus. Lorsqu'elle touche l'ouïe, on parle d'hallucinations auditives. Lorsque c'est la vue, ce sont des hallucinations visuelles. Les hallucinations gustatives concernent le goût, les hallucinations olfactives, l'odorat et finalement, les hallucinations tactiles sont reliées au toucher. L'impact est saisissant, comme des perceptions normales. Elles ne sont pas sous le contrôle de la volonté et sont perçues comme étant distinctes des pensées de la personne. J'imagine que vous avez eu de la difficulté à suivre mes paroles, c'était voulu. C'est pour vous illustrer à quoi peut ressembler avoir des hallucinations auditives. C'est la forme d'hallucination la plus commune. Elles peuvent prendre la forme de voix ou de son. Il y a parfois une voix, parfois plusieurs. Les personnes qui entendent des voix témoignent habituellement que les propos sont méchants, dénigrants ou apeurants. On appelle les voix mandatoires, donc qui donnent un mandat, les voix qui ordonnent à la personne de faire quelque chose. Parfois, les voix peuvent demander de faire des choses potentiellement à risque, comme se blesser ou blesser autrui. Les hallucinations visuelles sont possibles, mais ne sont pas comme on peut se l'imaginer. Par exemple, avoir carrément un ami imaginaire. Par exemple, dans le film A Beautiful Mind, ou Un homme d'exception, le personnage principal a des hallucinations visuelles de 3 personnes avec qui il interagit. Ici, on voit une de ces hallucinations qui est une fillette. Dans la réalité, les hallucinations visuelles se présentent davantage comme à droite, des ombres fugaces, des formes étranges qui ne sont pas aussi nettes que ce qui est véhiculé dans les films. Les hallucinations tactiles sont des hallucinations au plan du toucher. Elles peuvent se manifester comme des sensations de fourmillement, comme sur l'exemple ici. La personne peut aussi avoir l'impression d'avoir des vers sous la peau, par exemple. On peut retrouver ce genre d'hallucination dans l'intoxication à la méthamphétamine ou dans le sevrage d'alcool et ces sujets feront l'objet d'un autre cours. Finalement, les hallucinations gustatives et olfactives concernent respectivement le goût et l'odorat. La personne perçoit donc des saveurs et des odeurs en l'absence de stimulus. Et souvent, les gens témoignent qu'elles sont très désagréables. On peut percevoir les troubles de la pensée lorsqu'on parle pendant plusieurs minutes avec quelqu'un. À ce moment-là, on va remarquer soit des erreurs au plan de la syntaxe ou du sens des phrases. Ça peut aller de difficultés ponctuelles de communication à une incapacité complète de communiquer avec l'individu. On va commencer par l'association incohérente d'idées ou relâchement des associations. Je commence avec un exemple. Ce matin, je me suis réveillée et j'avais un plus gros nez que d'habitude. Je pense que c'est parce que j'ai changé de sorte de cigarette. Ils ont dû mettre quelque chose dans mon poivre. Avez-vous l'heure? Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les sujets et c'est ça l'association incohérente d'idées. La personne aborde toutes sortes de sujets qui n'ont pas de sens entre eux. Ensuite, on a la pensée tangentielle. Je vous mets en contexte, vous demandez à la personne « Racontez-moi comment votre problème a commencé ». Et elle vous répond. Ben, ça fait environ 2 semaines, il commençait un peu à faire froid, alors je sortais moins. Je me suis mis à écouter la télé et avoir des drôles d'idées. Écouter la télé, ça me donnait le goût de me faire livrer de la pizza avec toutes ces annonces. Ma préférée, c'est la pizza au bacon. Je fais enlever les piments, j'aime pas ça les légumes. Ma mère voulait vraiment que j'en mange. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des liens entre les éléments du discours, mais que la personne s'éloigne peu à peu du sujet jusqu'à perdre de vue la question initiale. Ce symptôme n'est pas spécifique à la psychose. Il peut être retrouvé par exemple dans la manie, les troubles anxieux et même chez les personnes normales qui parlent simplement beaucoup. Et à l'extrême des troubles de la pensée, il y a la salade de mots, qu'on voit rarement et qui correspond à un état assez grave. L'exemple qu'on peut donner, un mouton raton, j'aime, tu, c'était lui, surtout l'été carré. Ce
qu'on voit, c'est un discours complètement incompréhensible qui ne respecte pas les codes de syntaxe habituels et qui nuit à la communication de façon significative. Ici, il faut faire la différence entre des comportements immatures ou agités ou faire des foleries pour provoquer et des anomalies du comportement moteur qui amènent la personne à avoir des difficultés à orienter ses actions vers un but. Par exemple, les personnes atteintes de schizophrénie peuvent avoir de la difficulté à suivre les séquences normales des actions pour se laver. Se mouiller les cheveux, prendre son savon, savonner, se rincer. L'exécution des tâches comme la préparation des repas peut aussi être compromise. Une autre forme d'anomalie du comportement moteur est la catatonie, c'est-à-dire que la personne répond peu ou pas du tout aux stimulus de l'environnement. Elle peut même demeurer dans une position étrange et inappropriée au contexte, comme on peut le voir sur l'image. Des symptômes négatifs, ça l'équivaut en quelque sorte à des caractéristiques qu'on s'attend normalement à retrouver chez un individu, mais qui sont absents chez la personne qui souffre d'un trouble psychotique. On va commencer par la diminution de l'expression émotionnelle. Au niveau du visage, ça peut se manifester par un affect plat ou émoussé, le contact visuel moins soutenu. Mais il y a également, au plan du corps, moins de mouvements en général qui transmettent des émotions. Autrement dit, le langage verbal et non-verbal est en quelque sorte atténué. Ensuite, on peut avoir la boulie ou la volition, qui est une diminution de la motivation à faire des activités par soi-même. C'est souvent interprété comme de la paresse, mais c'est pourtant une manifestation de la maladie. La personne pourra par exemple passer le plus clair de sa journée devant la télévision, à fumer des cigarettes, sans avoir le désir d'entreprendre une activité. Ensuite, l'anédonie, quant à elle, représente la diminution de la capacité à éprouver du plaisir devant un stimulus agréable et même à se souvenir de plaisir éprouvé par le passé. Finalement, la logie fait référence à la pauvreté du discours, ce qui reflète également un trouble de la pensée. Ça peut se manifester par des réponses très courtes, peu élaborées, composées de quelques mots, souvent les mêmes.